J'ai une seule question à te poser. Cette année, combien d'heures as-tu analysé les graphiques? Combien de trades as-tu passé? Combien de positions as-tu prises? Combien de graphiques, combien de paires de forex as-tu analysé? Réponds-moi honnêtement. Combien de milliers d'heures as-tu passé cette année sur les marchés financiers? Si je te dis que le meilleur trade que j'ai passé cette année, c'est celui que je n'ai pas pris, est-ce que tu me crois? Le trading court terme te fait perdre de l'argent. Je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, que je t'invite à aller voir. Le trading court terme te fait perdre de l'argent sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, plein d'études le prouvent, et aujourd'hui, je vais me focaliser sur quelque chose de très simple. En quoi est-ce que la suractivité en trading te fait perdre de l'argent? Et par suractivité, j'entends le trading très court terme, voire n'importe quel type de trading qui te font ouvrir et fermer des positions plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, voire même plusieurs fois par semaine. Laisse-moi me présenter, je m'appelle Tristan, je m'intéresse au marché financier depuis que j'ai 14 ans. Comme énormément de monde, je me suis intéressé au trading au tout début parce que c'est pour la plupart des gens qui n'ont pas vraiment de bagage scolaire dans le monde de la finance, leur première porte d'entrée, et ce fut la mienne, c'est le trading sur les réseaux sociaux. C'est le trading que tu vois sur YouTube, c'est le trading que tu peux aujourd'hui observer sur TikTok et malheureusement, c'est le trading qui ne fonctionne pas. C'est du trading qui est purement marketing, qui est purement commercial. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que le trading ne fonctionnait pas. Peut-être bien 2 ans où j'y ai cru, où j'ai cru à l'analyse technique, qui est pour moi une énorme fraude, j'en parlerai plus tard, où j'ai cru à tous ces gourous qui te vendent des performances qui sont énormes et qui te mentent droit dans les yeux en te vendant du rêve pour te vendre des formations. C'est au bout de ces 2 ans que je me suis intéressé à l'investissement actif, à la gestion active de portefeuille qui se rapproche plus d'une méthode institutionnelle et que j'ai délaissé tout ce qui était scalping, intraday, swing, etc. Parce que c'est une méthode qui te fait juste perdre de l'argent sur le long terme et qui fait perdre de l'argent à quasiment 100% des gens qui se lancent dans les marchés financiers et dans le trading. Maintenant, laisse-moi te décrire une journée de trading classique, telle qu'on peut les voir sur YouTube, TikTok ou autre, telle que toi tu te l'imagines ou telle que toi tu l'organises quand tu fais du trading dit classique, tel que moi je l'entends. Tu te lèves le matin, pourquoi pas vers 8 heures, tu analyses la session asiatique. Si tu t'intéresses à diverses stratégies liées à l'analyse technique, tu peux pourquoi pas te dire tiens, la session asiatique, c'est là que s'accumule la liquidité, je vais donc analyser quels sont les pools de liquidité, je vais pourquoi pas tracer mes supports, mes résistances. Si tu as plusieurs paires de devises, tu analyses ces différentes paires de devises, tu regardes sur investing.com quel est le calendrier économique et qu'est-ce qui va se passer dans la journée pour savoir si oui ou non j'ouvre des positions, si oui ou non la bourse va être volatile aujourd'hui. Et donc tu analyses tes setups et tu commences déjà à te questionner sur quelle paire tu vas aujourd'hui trader. Quelques heures passent, peut-être que tu as pris un trade, 2 trades, 3 trades. À l'ouverture des marchés américains, la bourse s'enflamme un petit peu, la liquidité se déverse et c'est là que tu vas prendre la plupart de tes positions. À la fin de la journée, tu vas clôturer tes trades. Si tu fais de l'intraday, si tu as fait du scalping, pareil. Et tu vas analyser tes setups. Setups que tu auras notés dans ton carnet. Tu vas analyser le nombre de trades que tu as pris, combien de R tu as gagné ou tu as perdu, pourquoi tu as pris tel trade, pourquoi tu n'as pas pris tel trade. Tu vas analyser ce que tu as fait, essayer de comprendre tes erreurs, comprendre ce que tu as bien fait, comprendre ce que tu as mal fait, et tout ça pour vouloir progresser. Laisse-moi te dire que tout ça ne sert à rien. Parce que tout ça, c'est du bruit. Parce que tout ça, c'est du travail dans le vent. Je vais t'expliquer pourquoi. Laisse-moi d'abord te montrer quelle est ma journée de travail typique sur les marchés financiers. Je me lève le matin à 8 heures, j'analyse mes actifs, voir ce qu'il s'est passé, est-ce que le marché a bougé, quelles sont les grandes tendances des actions que je possède. Si un bilan trimestriel a été posté, je recalcule mes niveaux de valorisation, je recalcule mes PE, voir où j'en suis, voir si est-ce que je garde tel actif ou est-ce que je lâche tel actif. J'analyse de nouveaux actifs, voir qu'est-ce que je pourrais changer dans mon portefeuille, quels sont les secteurs qui me paraissent être intéressants, quels sont les secteurs qui me paraissent être sous-valorisés ou survalorisés. J'essaye de trouver de nouvelles actions à intégrer dans mon portefeuille. Quelles sont les potentielles actions que je vais lâcher? J'analyse des bilans annuels d'entreprise. J'analyse d'ailleurs beaucoup avec l'intelligence artificielle parce que ça m'aide à gagner beaucoup de temps. Et c'est tout. Comme dit, je recalcule mes niveaux de valorisation, le PE, le ROIC, le ROE, je réétudie les dettes, les marges, qu'est-ce qui a bougé, où en est la croissance du chiffre d'affaires, mais c'est surtout au niveau de la publication de bilan trimestriel que je réanalyse mes actifs. Et quand il n'y a pas de publication de bilan trimestriel,
Bah, en réalité, je cherche juste de nouveaux actifs à, pourquoi pas, intégrer dans mon portefeuille pour tenter de battre les marchés financiers sur le long terme. Si tu as bien remarqué, je n'ai pas pris un trade. Des trades, en réalité, je dois en prendre peut-être 3 ou 4 dans le mois. C'est tout. Voire moins, beaucoup moins. Ça dépend des années. C'est tout. Dans les deux cas, ça paraît du travail sérieux. Parce que dans les deux cas, tu as l'impression de t'investir beaucoup sur les marchés financiers. Surtout dans le cas numéro 1, qui demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail, qui engendre beaucoup plus de stress et qui t'épuise psychologiquement. Sauf que dans le cas 1, c'est juste une perte de temps. Parce que dans le cas 1, toutes les études le prouvent, tu perds de l'argent sur le long terme. Dans le cas 2, tu peux espérer gagner de l'argent sur le long terme et surperformer l'indice. Cette situation, je vais la résumer en une phrase. La bourse transfère l'argent des impatients vers les patients. La bourse transfère l'argent des gens impatients vers les gens patients. Beaucoup plus simple à comprendre. C'est Warren Buffett qui disait ça, et l'explication est simple. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir, elle s'affiche là, qui explique en quoi est-ce que le trading te fait perdre de l'argent sur le long terme. Je t'invite à aller la voir parce qu'elle te permettra de mieux comprendre cette vidéo. Mais en gros, c'est simple, le trading court terme se base sur du bruit. Le trading court terme te fait gagner de l'argent quand d'autres traders perdent de l'argent. Le trading long terme, lui, se base sur la création de valeur. Quelle entreprise va créer le plus de valeur au cours des prochains mois ou des prochaines années? C'est tout simplement une stratégie qui est basée sur la patience. J'analyse les niveaux de valorisation, j'analyse une entreprise, j'analyse son management, j'analyse son bilan annuel, etc., son potentiel de croissance, et je place mes billes dessus. C'est tout. Et cette stratégie-là, celle que j'emploie, analyser des actions, des small caps européennes, analyser des niveaux de valorisation, analyser un potentiel de croissance et me positionner dessus, c'est une stratégie qui surperforme statistiquement les marchés financiers sur le long terme. Et ce sera là tout le sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que la stratégie numéro 2 surperforme la stratégie numéro 1 dans 99% des cas? Pourquoi est-ce que l'investissement sur le long terme surperforme le trading court terme? Déjà, tu dois comprendre une chose. On va analyser ce que les données, ce que la data nous permet de dire sur l'activité en trading et en quoi la suractivité est mauvaise. Et par suractivité, j'entends tout ce qui est plus ou moins à voir avec le trading court terme, avec le scalping, l'intraday, le day trading, même le swing, tout ce que tu peux entendre sur les réseaux sociaux, tout ce que tu peux voir de la part des gros youtubeurs, des gros tiktokers qui te montrent et t'enseignent le trading. En 2000, 2 chercheurs de l'université de Berkeley en Californie, aux États-Unis, ont publié une étude qui a tout changé sur la manière dont on voyait l'investissement en bourse et le trading en règle générale. 2 chercheurs, du nom de Brad Barber et Terence Odean, ont publié une étude. L'étude va être réalisée sur 7 ans, entre 1991 et 1997, et va porter sur comment est-ce que les Américains gèrent leur portefeuille d'investissement, s'ils font du trading ou de l'investissement, enfin bref, ils vont analyser, les Américains, la manière dont ils interagissent avec les marchés financiers. Ils classent tous les portefeuilles de tous ces ménages en 5 groupes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais en gros, on va du groupe qui trade de la manière la plus active au groupe qui trade de la manière la moins active possible. Et les résultats sont assez sidérants. Le groupe le moins actif, c'est-à-dire celui qui touche le moins possible à son portefeuille, surperforme les autres traders d'1,5% en moyenne à la fin de l'année. Le groupe le plus actif sous-performe, lui, en moyenne, les autres traders de 6% à la fin de l'année. L'écart entre les deux groupes est donc de 8%. Pour que tu te rendes compte de cet écart, si tu investis 50 000 € sur une période de 20 ans, un écart de 8% représente à la fin de ces 2 décennies un écart de centaines de milliers d'euros. C'est énorme. Et tout cela, ce n'est pas à cause de la stratégie, ce n'est pas à cause du timing, ce n'est pas à cause des compétences, ce n'est pas à cause de, je sais pas moi, est-ce qu'un trader est bon, est-ce qu'un autre est mauvais? Non, ça dépend juste de la fréquence d'intervention. C'est l'unique paramètre qui a été pris en compte dans cette étude et qui explique la différence de performance entre ces 5 groupes. Uniquement la fréquence d'intervention. Au-delà de la psychologie, chaque trade a un coût. C'est ce qui explique cette différence de performance. Quand tu fais du trading court terme et quand tu ouvres un trade, quand tu passes un trade sur les marchés financiers, il y a plein de paramètres qui doivent rentrer en compte. Le spread, les commissions, le slippage, etc., etc. Tout cela a un coût. Ce qui fait qu'en réalité, quand tu fais du trading court terme, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est à somme négative.
ton espérance mathématique doit être déjà supérieure à 0 et même supérieure à quelque chose comme 0,25 si tu enlèves les spreads, les commissions, etc. pour gagner durablement de l'argent en trading. Mais on va regarder ça de manière encore plus précise. Prenons un trader actif. J'ai la statistique sous les yeux. Prenons un trader actif sur le Forex qui passe en moyenne 10 trades par semaine. Seulement 10. C'est plutôt conservateur quand on sait que la plupart des day traders, des intra-day traders entre guillemets et des scalpers tradent beaucoup plus. Très conservateur. 10 trades par semaine seulement. 10 trades par semaine, ça représente 520 trades par an. On peut estimer le coût moyen d'un trade aller-retour à environ 8 à 12 euros. On va donc prendre une moyenne de 10 euros, ça paraît convenable. Total des frais annuels, sur ces 520 trades pris, 5 200 euros de frais. Sur un compte à 20 000 euros, ça représente 26% de performance moyenne pour ne serait-ce qu'éviter de perdre de l'argent. 26%. Je ne sais pas si tu arrives à te représenter ce que c'est. 26% chaque année, juste en frais. Même pas en performance supplémentaire, juste en frais de transaction. Et ça, c'est sans compter le slippage qui améliore encore plus, qui détériore, excuse-moi, encore plus le bilan. Maintenant, comparons avec ma méthode. J'investis durablement sur des small caps européennes, peu valorisées, avec des niveaux de valorisation bas, mais qui sont d'extrêmement bonne qualité. J'expliquerai dans une autre vidéo quelle est ma stratégie en détail, quel niveau, quel facteur je regarde pour rentrer sur une position ou pas, pour prendre une position oui ou non. Mettons que je passe 15 trades à l'année, une quinzaine, allez, une vingtaine, une quinzaine, 10 euros par trade, 150 euros de frais. Sur un compte à 20 000 euros, c'est seulement 0,75% de frais. Pour comparer ça avec le trading actif, c'est démentiel. Comme on l'a vu, sur un compte à 20 000 euros, on parle, d'après les calculs qu'on vient de faire, de 25% de frais à combler. C'est énorme. 25% avant même d'espérer être rentable. 25% avant même d'analyser la qualité des décisions, avant même d'analyser la qualité du trader. Ça, c'est quelque chose que l'AMF confirme sur la fréquence de trading. Il n'y a pas que des études américaines, il y a aussi des études françaises qui parlent de ça. L'AMF ne se contente pas de donner, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, la perte totale des traders, mais elle nous donne aussi un bilan solide et crédible sur le fait que être patient sur les marchés financiers est plus rentable que de faire du trading actif. Très actif. L'analyse, encore une fois, je l'ai sous les yeux. Les traders qui passent 100 trades par an perdent en moyenne significativement plus, je cite les mots, que ceux qui en passent moins de 20. Et les traders qui ont été actifs sur une période de 4 ans ont des résultats qui sont pires que les débutants qui ont commencé il y a à peine quelques jours ou quelques semaines. Ce qui signifie concrètement que l'expérience ne te rend pas meilleur en trading. C'est prouvé par toutes les études qu'on a regardées. Vouloir s'améliorer en trading court terme, c'est aussi débile que vouloir s'améliorer à la roulette ou au blackjack ou au casino. À moins d'être complètement con, quelqu'un qui fait de la roulette ne se dit pas « je vais être meilleur en roulette ». Tout simplement parce qu'il y aura toujours une case verte qui va faire en sorte que ton espérance va être inférieure à 0. Il y aura toujours cette foutue case verte en roulette qui va te faire perdre de l'argent sur le long terme. S'il y avait juste rouge ou noir ou des numéros, ok, ça serait équipondéré, mais c'est pas le cas. Le trading, c'est encore pire. Et statistiquement, il vaut mieux faire de la roulette que faire du trading actif sur du court terme. Arrêtez de vouloir vous améliorer en trading. On ne s'améliore pas en trading. Vouloir s'améliorer en trading, c'est aussi con que vouloir se dire « je m'améliore au blackjack » ou « je m'améliore à la roulette ». Quoi qu'il se passe, sur le long terme, tu vas toujours perdre de l'argent. Et c'est là quelque chose qui est très fourbe, c'est que le trading te donne l'impression de gagner de l'argent sur le long terme. Enfin, te donne l'impression que tu puisses gagner de l'argent sur le long terme. Pourquoi? Parce que, en réalité, dans le monde des probabilités, il n'y a pas que l'espérance qui rentre en jeu. Il y a aussi quelque chose de très fort qui s'appelle la variance. Et la variance, c'est quelque chose qui est énormément présent dans le trading, mais aussi d'autres domaines comme le poker par exemple. La variance, c'est ce qui fait que tu peux gagner ou perdre énormément sur un très faible échantillon. Et l'espérance, c'est ce qui va faire que tu peux gagner ou perdre énormément sur un très gros échantillon. Mettons que, je sais pas, prenons l'exemple de la roulette, en moyenne, il me semble, alors j'ai pas l'étude en tête, j'ai pas les statistiques en tête, mais il me semble qu'en moyenne, l'écart entre
ton gain et ta perte est de 3%. Il me semble qu'en moyenne, c'est ça. C'est-à-dire que si tu joues à la roulette, mettons tu mises 1 euro, en moyenne, tu vas perdre 3 centimes sur ces 1 euro. Donc, ton espérance de gain est d'environ 97 centimes pour 1 euro investi. Enfin, ton espérance de perte, plutôt, est de 3 centimes sur 1 euro investi. Ça représente 3%. Et bah, cette espérance-là, elle va être effective si tu fais des milliers de coups à la roulette. C'est juste de la seconde. C'est juste des maths de seconde que je suis en train d'expliquer là. Cette espérance mathématique va se manifester qu'au bout de milliers de trades. Parce que, ok, sur un lancer moyen, tu vas perdre que 3 centimes. Mais factuellement, sur du très court terme, tu peux gagner de l'argent. Parce qu'en moyenne, voilà, tu vas pas perdre 3 centimes parce que tu as lancé qu'un seul lancer. Si tu lances qu'un seul lancer, que tu mets tout sur rouge, il y a quasiment une chance sur 2 que tu gagnes ou que tu perdes. Et tu peux tout gagner factuellement parce que la variance sur le court terme aura joué en ta faveur. Mais si tu répètes ce lancer un nombre incalculable de fois, X milliers de fois, bah là, tu vas te rendre compte que tu vas juste perdre de l'argent. Mais sur le très court terme, tu peux autant en gagner qu'en perdre quasiment, parce que l'espérance ne va pas jouer à court terme. Le trading, c'est pareil. Tu peux gagner beaucoup d'argent en trading sur quelques dizaines de trades parce que tu auras eu de la chance, mais sur des milliers de trades, tu vas te rendre compte que l'espérance négative va vraiment commencer à se manifester. Et la variance, elle, de moins en moins. Et c'est là que c'est fourbe, parce que la variance en trading peut te faire croire que tu peux gagner, peut te faire croire que tu peux avoir un avantage compétitif et gagner de l'argent durablement. C'est ça le piège, c'est qu'elle peut te rendre confiant, au même titre que quelqu'un qui fait de la roulette, qui n'a pas conscience du fait que ce soit un jeu de hasard, qui pense pouvoir avoir un avantage compétitif, sur 10 lancers va avoir de la chance et va gagner 7 fois, va se dire « Ok, très bien, sur 10 lancers, j'ai gagné 7 fois. Peut-être que sur 100 lancers, je vais pouvoir gagner 70 fois, que sur 1000 lancers, je vais pouvoir gagner 700 fois. » C'est exactement le même biais psychologique. Sur les 20 dernières années, le S&P 500 a environ fait 9,5% par an. L'investisseur moyen américain a lui fait 5,2% de performance moyenne chaque année, en investissant sur la même période et en investissant sur ce même marché, le marché américain. Et tout ça, c'est pas à cause des compétences ou autres, c'est juste à cause du fait que tous ces gens qui ont perdu de l'argent, qui ont sous-performé l'indice, ont voulu timer le marché. Acheter après une hausse, vendre après une baisse. Toutes ces décisions qui sont irrationnelles font perdre de l'argent sur le long terme. Le marché a produit 9,5%. L'investisseur moyen, lui, a gagné seulement 5,2%. Il sous-performe de 4,3% le marché chaque année. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le coût de l'activité. C'est les mauvais timings. C'est le fait de penser gagner de l'argent là où d'autres perdent. C'est exactement ce qu'on a vu. Pourquoi est-ce que le cerveau humain veut à tout prix être hyperactif sur les marchés? Ce biais cognitif, ça a un nom, et les biais cognitifs qui ont été popularisés par Daniel Kahneman, c'est le biais d'action. Il faut comprendre quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine. Le cerveau humain n'est pas câblé pour l'inaction. Le cerveau humain ne sait pas être inactif face à l'incertitude. Pendant des centaines de milliers d'années, l'inaction face à une opportunité ou une menace était souvent synonyme de mort. Le primate, qui restait immobile quand un prédateur l'approchait, ne transmettait pas ses gènes, mourait instantanément et ne participait pas à la survie de l'espèce et à l'évolution de cette même espèce. C'est la théorie de base de Charles Darwin. Celui qui agissait, même imparfaitement, survivait beaucoup plus que celui qui n'agissait pas, que celui qui restait passif. Historiquement, être actif surperforme, entre guillemets, le fait d'être inactif dans l'évolution et dans la survie de l'espèce humaine. Ça, c'est un câblage qui est profondément ancré dans notre cerveau et notre psychologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde encore aujourd'hui. Même si les conditions ont changé, même si notre monde a totalement changé, aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin d'être hyperactif dans nos décisions. La nourriture se trouve dans les supermarchés, plus vraiment besoin de survivre, plus vraiment de problèmes de survie, il n'y a plus vraiment de prédateurs qui nous menacent en tant qu'être humain, surtout dans la société de consommation, surtout dans le monde capitaliste dans lequel on évolue, nos gènes ne servent quasiment plus à rien. Parce qu'il y a de moins en moins de dangers auxquels on doit faire face. Et pourtant, ces gènes qui se transmettent encore de par nos parents nous affaiblissent encore dans certains points, nous empêchent d'être performants dans certains domaines. Et les marchés financiers en est l'exemple parfait. Je vais faire un parallèle. Une autre étude qui a été réalisée qui est hyper intéressante sur les gardiens de but en football. Lors de tirs au but, en analysant plusieurs centaines de matchs, les chercheurs ont déduit sur des centaines de matchs que la balle allait dans 32% des cas au centre, dans 17% des cas à gauche et à droite dans 51%
99% des cas. Pourtant, les gardiens plongent à gauche ou à droite dans 94% des cas et restent au centre dans seulement 6% des cas. Alors que rester au centre est la meilleure option dans 17% des situations, mais les gardiens la choisissent dans seulement 6% des cas. Pourquoi est-ce qu'il y a un écart qui est aussi important entre ce qui est statistiquement optimal et ce que fait vraiment le gardien? C'est tout simplement parce que le gardien préfère faire quelque chose et se tromper plutôt que ne rien faire et se tromper quand même. Plonger et rater semble beaucoup mieux que ne pas plonger et rater. Parce que l'action donne l'illusion du contrôle et protège l'ego, même quand l'action est sous-optimale. L'être humain préfère agir et se tromper, même si statistiquement il a plus de chances de se tromper en agissant que de ne pas agir et de se tromper, même s'il a plus de chances de ne pas se tromper en n'agissant pas. En trading, c'est exactement la même mécanique. Une position qui stagne depuis 3 semaines et ne pas agir semble hyper éprouvant pour ton cerveau. Ton cerveau interprète l'inaction comme une erreur, même quand la décision la plus disciplinée semble la meilleure. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en trading court terme, qui aggrave encore plus en fait les problèmes liés au trading. C'est ce qui s'appelle le revenge trading. C'est en trading court terme, quand tu prends un trade, que tu le rates et que tu te dis « Ok, j'en reprends un autre juste derrière pour tenter de rattraper ce que j'ai perdu ». Ça se fait dans tous les domaines, mais là on parle du trading, donc c'est en trading. On veut rattraper notre erreur. Alors que factuellement, des fois c'est mieux de ne pas faire de revenge trading. Déjà que tu perds de l'argent avec du trading, si en plus tu fais du revenge trading, ça multiplie par 2 ta perte. Factuellement, c'est mieux de ne pas faire de revenge trading et pourtant on en fait quand même. Parce qu'on préfère rester actif, se dire « Ok, la journée n'est pas terminée, je préfère tenter de me refaire quitte à perdre encore plus d'argent, plutôt que objectivement, ok, je laisse tomber, je ne fais rien, aujourd'hui je suis pas en forme ou autre et on verra demain. Personne ne fait ça. Parce que la psychologie humaine n'est pas conçue pour faire ça. Et c'est précisément cela qui te fait perdre de l'argent sur les marchés financiers, rien d'autre. Ton cerveau interprète l'inaction comme une erreur, même si c'est la décision la plus disciplinée et la meilleure qu'il soit possible de prendre. L'addiction que personne ne nomme, ça s'appelle la dopamine loop. C'est profondément lié à la neurochimie de la spéculation, concept qu'on n'aborde jamais en trading. Je sais pas pourquoi, c'est dommage parce que ça explique énormément de comportements liés au marché financier. Quand tu ouvres un trade, le cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur qui transmet le système de récompense à ton cerveau. Et cette dopamine n'agit pas vraiment quand tu gagnes, mais elle agit quand tu anticipes le fait de gagner. Quand tu es excité à l'idée de lancer un trade en espérant avoir un gain. Le shot de dopamine n'a pas lieu quand tu gagnes ton trade, mais elle a lieu surtout quand tu le passes. Ça, c'est le premier déclencheur. Quand le trade évolue dans ton sens, il y a un deuxième déclencheur. La dopamine se diffuse encore plus. Et quand tu clôtures le trade, le pic de dopamine est à son paroxysme. Quand tu perds, c'est une chute brutale de dopamine, suivie d'une envie irrésistible de récupérer ton gain, le revenge trading, ou ce que les chercheurs appellent le loss chasing. Le vouloir se refaire, vouloir récupérer sa perte. C'est le cas en trading, mais c'est aussi le cas en casino, en roulette, en poker, etc. Personnellement, j'ai déjà fait plusieurs fois du casino pour m'amuser, etc. Jamais pour gagner de l'argent. Et quand on perd de l'argent au casino, quand on veut, par exemple, je sais pas, faire de la roulette, quand on lance un lancer et qu'on perd de l'argent, on a toujours cette envie irrésistible de se dire « j'ai envie de me refaire, j'en vais refaire un coup ». Et quand tu perds, tu dis « ah mince, je dois récupérer 2 fois ce que j'ai perdu ». Donc, je vais remettre 2 fois ma mise. Et c'est comme ça que tu tombes dans un système qui va juste te faire perdre énormément d'argent sur le long terme. Et tout ce que je t'explique là, c'est pas une métaphore. C'est de la neurologie documentée. Et des études d'imagerie cérébrale montrent qu'il y a exactement le même processus neurologique qui se met en place entre un trader qui trade sur les marchés financiers et un joueur d'argent de casino addict devant des machines à sous. C'est exactement le même processus. D'ailleurs, il y a un parallèle qui est hyper intéressant à faire entre les brokers et les jeux d'argent. Si tu remarques bien, les brokers se gamifient, entre guillemets, si je peux me permettre le terme, se gamifient de plus en plus. L'interface qui est organisée pour faire croire à un jeu, les petits dings quand tu ouvres un trade, quand un TP est touché, les petites notifications sonores qui te poussent à continuer à créer quelque chose de satisfaisant, comme les machines à sous, tu sais, les ding, ding, ding aux machines à sous, qui sont là uniquement pour te stimuler intellectuellement, te faire rester sur la machine et jouer encore plus, encore plus, encore plus. Et bien sur le broker, il y a exactement la même chose.
C'est la même chose sur un broker. Les graphiques en temps réel qui bougent en permanence, les annonces de copy trading, tu peux voir sur certains brokers qui te disent « Ok, tu aurais pu gagner tant, mais tu ne l'as pas fait ». Les notifications push, tout ça en fait, c'est de l'ingénierie comportementale qui te pousse à trader le plus possible et à rester le plus longtemps possible sur le broker. Cette ingénierie comportementale, au lieu d'être appliquée à des jeux d'argent, est appliquée dans le monde de la finance. Reconnais-tu ce sentiment? Tu fermes un trade qui est perdant, tu as perdu, je sais pas, peut-être 1% de ton capital, peut-être 100, peut-être 1000 euros, et tu as cette envie de te refaire. Qu'est-ce qui se passe? Tu rouvres un trade, tu prends une mauvaise décision, parce que c'est une décision qui va être précipitée, tu perds à nouveau ce trade, tu te sens encore plus frustré, tu as encore envie de te refaire, ainsi de suite et ainsi de suite. Et tout ça, comme je te dis, c'est poussé par les brokers. Et c'est normal que tu vives ça, parce qu'en réalité, tu te bats pas contre le marché à ce moment-là. Tu te bats contre ta propre biologie. Tu te bats contre tes propres hormones. Tu te bats contre ta propre neurochimie. Tu te bats contre ta psychologie. Et il y a tellement d'autres biais qui vont encore plus renforcer ce sentiment. Prenons par exemple le biais de confirmation. Tu passes des heures à analyser un actif, à analyser un trade. Pourquoi pas, dans le monde du trading, à analyser une stratégie. Tu passes des heures à analyser une stratégie et tu es persuadé que cette stratégie est la meilleure possible. Là, il y a quelque chose de très dangereux qui se passe, c'est que tu vas tellement être persuadé que ta stratégie est la bonne, que tu vas ignorer tous les signaux négatifs qui se présentent à ta stratégie. Moi, dans ma manière d'investir sur les marchés financiers, c'est la même chose. Quand j'ai une très forte conviction sur un actif, que je détiens une action depuis plusieurs mois et que je me dis c'est obligé, elle va péter, mais qu'elle vient de perdre 20% en bourse, j'ai du mal à cerner le scénario qui invalide ma thèse. Factuellement, je me suis trompé. J'ai acheté un actif, celui-ci baisse, celui-ci chute violemment, le marché me donne tort. J'ai du mal à concevoir que j'ai eu tort. Et je vais chercher tout ce que je peux trouver, tous les bons signaux qui vont me conforter dans ma thèse et qui vont me dire les 20% perdus, c'est du bruit, les niveaux de valorisation sont toujours bons, les marges sont là, le chiffre d'affaires est là, le bénéfice est là, le ROIC est toujours bien, la rentabilité sur fonds propres, etc. Tout va bien. Et je vais absolument pas voir ce qui invalide ma thèse. En trading, c'est encore pire parce que c'est du court terme, parce qu'on parle de stratégies qui te font perdre de l'argent non pas sur un trade passé, sur un actif que tu détiens, mais sur du très très long terme. C'est encore pire que ça. Et factuellement, même quand tu as plein de signaux qui seront dans le rouge, tu ne vas pas voir ces signaux, tu vas ignorer ces signaux volontairement, ton cerveau va les mettre de côté pour garder ce qui le conforte le plus dans son idée et dans sa manière dont il voit les choses. En réalité, tu construis juste une conviction, tu ne construis pas vraiment une thèse d'investissement. En réalité, tu es victime de tes croyances. Or, en finance et dans les marchés, on se doit d'être le plus objectif possible vis-à-vis des marchés. Parce que sinon, ça ne mène à rien. Parce que les marchés, comme je l'ai dit, ne sont pas efficients et les marchés n'en ont rien à faire que tu aies raison, que tu aies tort, que tu penses ci ou que tu penses ça. Que tu sois convaincu que demain, je sais pas, les clubs de golf, pour faire du golf, vont exploser à la bourse, et ben le marché en a rien à foutre que tu penses que les clubs de golf, c'est un truc qui va exploser à la bourse, ou les battes de baseball, ou j'en sais rien. Il s'en fout, il en a rien à carrer. Et si le cours il monte pas, et ben il monte pas. Et s'il y a 100% des indicateurs ou autres qui invalident totalement ta thèse, et ben t'as beau vouloir dire ce que tu veux, t'as beau vouloir faire ce que tu veux, vouloir chercher la petite bête qui peut encore te donner raison, factuellement tu perds de l'argent et c'est tout ce qui se passe. Les éléments négatifs vont te sembler mineurs ou mal interprétés. Chaque personne qui va venir contredire ton scénario, chaque personne qui va venir mettre en avant les failles de ton système, tu vas les ignorer, tu vas faire tout ce que tu peux faire pour rabaisser son discours, pour te donner encore plus raison et rester justement dans ta croyance et dans ton biais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur ma dernière vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée dans laquelle je détruis le trading court terme, comme je suis un peu en train de faire là, où je donne plein d'arguments qui sont objectivement à prendre en compte, qui ont une vraie valeur ajoutée au débat, et tout le monde efface ces arguments, tout le monde dit juste « ce mec-là n'a jamais gagné d'argent en trading, ce mec-là dit n'importe quoi sans apporter aucun argument. Ce mec-là dit n'importe quoi, ce mec-là est un couillon et il n'a jamais gagné de l'argent en trading, c'est juste un frustré. » Sauf que le discours est vide de sens. Le discours de ces gens-là est vide de sens. Et pourquoi est-ce qu'ils attaquent comme ça directement ma personne au lieu d'attaquer mon discours? Tout simplement parce qu'ils se sentent tellement frustrés que je mette en avant, excusez-moi, les failles de leur discours, qu'ils préfèrent se retourner contre moi, décrédibiliser non pas le discours, mais l'auteur
du discours pour se donner du crédit, se mettre en avant et confirmer à leur propre moi qu'ils ont raison. Mais ça, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Vraiment dangereux. Parce que vous ne vous rendez pas compte en faisant ça, que vous restez prisonnier de votre propre personne, que vous ne voulez pas écouter les arguments extérieurs à votre personne qui invalident votre thèse, vous ne voulez même pas les prendre en compte pour chercher à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Je parle d'investissement et moi, c'est pareil. Moi, par exemple, je sais que je suis victime de ce biais-là. Par exemple, je suis convaincu que ma thèse d'investissement, en tout cas, c'est les small caps européennes. Je suis convaincu que le meilleur secteur dans lequel investir aujourd'hui, c'est les small caps européennes. Bien sûr que si demain quelqu'un vient m'invectiver, vient me dire ton argument est pourri parce qu'il y a ça, plein d'arguments contraires à ma thèse, aux miens qui mettent en avant les failles de mon discours, mais bien évidemment que la première chose que je vais faire instinctivement, c'est me mettre sur la défensive. C'est me dire, qui est cette personne-là? Est-ce que son discours est vraiment crédible? Mais il y a ça qui va pas dans ton discours, mais il y a ça qui va pas dans ton discours. Mais je sais pas, t'as jamais vraiment investi sur les marchés financiers, donc t'as aucune crédibilité à parler, donc si, ça, machin. Et au final, je vais juste me mettre sur la défensive, je vais faire tout ce qui est possible dans ma tête pour me convaincre que ma thèse est la bonne, que la sienne est la mauvaise, et je ne vais à aucun moment me remettre en question. Je ne vais pas me remettre en question, je vais tout faire pour le remettre en question, pour remettre en question sa thèse et sa personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. C'est quelque chose qu'on retrouve en trading, mais aussi, je sais pas, l'exemple le plus concret que je puisse donner, c'est la politique. Je ne fais pas de politique sur cette chaîne, c'est pas mon envie, j'ai absolument pas envie de faire ça. Mais en politique, je pense le domaine de notre société, le sujet de notre société qui est le plus clivant, la politique, c'est pareil. En politique, tout le monde donne son avis sur tout et sur rien, et il ne faut absolument pas prendre le risque d'attaquer quelqu'un sur ses convictions politiques, sinon ça part en débat sans fin, le sujet est tellement clivant, le domaine est tellement clivant que tout le monde reste sur ses acquis, tout le monde reste sur la défensive, et quelqu'un qui soutient absolument un parti ne va jamais se remettre en question, on va toujours chercher à mettre en avant les failles de son adversaire sans même remettre en question une seule fois son discours ou ses croyances. En trading, c'est pareil, en investissement, c'est pareil. On trouvera toujours des fanatiques de telle méthode ou de telle méthode. Moi, je parle de small cap européenne, je ne suis pas un fanatique de small cap européenne, même si je défends sans vergogne ma thèse d'investissement. Il y a des gens, ça va être, je sais pas, les startups américaines. Il y a des gens, ça va être les biotech. Il y a des gens, ça va être les valeurs actuelles de croissance, les Google, les Nvidia, ça va être l'intelligence artificielle ou autre. Chacun son domaine. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose sur lequel il faut prendre son doigt et appuyer sur le problème pour mettre en avant tout cela et pouvoir s'améliorer dessus. Tout ce que je viens d'écrire là, c'est le biais de confirmation. La tendance à chercher et à surpondérer les informations qui valident notre thèse. Sauf qu'en trading, contrairement à la politique, ça a des effets qui sont dévastateurs. Parce qu'en trading, ça te fait perdre de l'argent. Parce qu'en trading, tu vas sortir trop tôt parce qu'une news t'a bloqué, tu vas ne pas respecter ta discipline, tu vas ne pas respecter certains de tes critères que tu t'étais imposés parce que juste tu es convaincu, absolument convaincu de ta thèse. La solution institutionnelle à ce problème est radicale et simple. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on essaye tout le temps de faire. On pose une méthode stricte et ultra rigoureuse et on s'y tient. Du point A au point B. De la durée A à la durée B. On a des critères d'investissement, pour ma part, des critères de valorisation. Si tous ces critères ne sont pas respectés à la lettre, alors je ne rentre pas. Pareil, je me fixe des critères pour sortir d'une position. Tant que mes critères de sortie ne sont pas respectés, je ne sors pas. Il n'y a pas... En fait, la technique, c'est de laisser le moins de place possible au feeling. Ah, qu'est-ce que j'en pense? L'adaptabilité, c'est quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose de très piégeux. Parce que l'adaptabilité, c'est ce qui va jouer sur nos biais cognitifs. Et ça, on veut absolument pas. Donc, l'idée, justement, c'est de faire en sorte d'accorder un processus à toutes les phases d'investissement. Faire en sorte que le processus tienne du point A au point B et laisser le moins possible de place à « on verra ». À « ok, j'improvise ». À « ok, mais je m'adapte en fonction de ce qui se passe ». Non, tout ce que tu fais doit être écrit d'avance. On ne s'adapte pas à l'aveugle. On s'adapte parce qu'on avait prévu de s'adapter dans telle ou telle condition. Bien sûr, ça a ses limites. Warren Buffett a une image qui représente mieux que toutes les études que tu puisses lire ce qui est réellement la discipline en matière d'investissement. Et Warren Buffett a appelé ça le carnet des 20 coups. Imagine que quand tu naisses, on te donne un carnet avec 20 cases et que tout au cours de ta vie, chaque investissement que tu vas faire représente une de ces 20 cases. Bien sûr, quand tu effectues un investissement, ça perfore une case et tu ne peux pas revenir dessus.
La case est perforée à vie, tu ne peux plus jamais en fait revenir dessus. Donc tu n'as en réalité que 20 investissements à faire dans ta vie. Et tu te doutes bien que chaque investissement que tu vas faire sera le plus précis possible, que chaque investissement que tu feras aura la conviction la plus forte possible. Avec cette stratégie, avec cette méthode, avec seulement ces 20 cases, tu ne laisses plus jamais aucun investissement à « ça va le faire », à « peut-être, on verra » ou « je suis pas sûr » ou « j'ai des convictions mais je suis pas vraiment sûr donc on verra ». Ça ne laisse plus aucune place à ça. C'est l'avantage de ce carnet. C'est que ce carnet fait en sorte qu'en réalité, tu vas prendre les meilleurs setups qu'il est possible de prendre parce que tu n'as pas le choix, parce que tu as seulement 20 coups. 20 coups possibles, pas un de plus. Naturellement, ton cerveau va trier les possibilités. Naturellement, ton cerveau va trier les éléments et va garder uniquement ceux qui sont les meilleurs possibles pour ton investissement et ton patrimoine. Parce que grâce à cette stratégie, tu laisses passer des dizaines d'opportunités médiocres, des centaines d'opportunités médiocres. Et sur ces centaines d'opportunités médiocres, il y en a peut-être une que tu vas retenir. Mais cette opportunité-là aura 10 fois plus de chances qu'une opportunité médiocre d'être la bonne. Celle qui va te faire gagner de l'argent. Celle qui sera la bonne décision. Je reviens à ce que disait Warren Buffett, mais tu garderas uniquement les cases où la conviction est absolue, où le niveau de valorisation est parfait, où la rentabilité est la meilleure, où toutes les étoiles sont alignées sur cet investissement. Combien de trades as-tu passé cette année parce que tu t'ennuyais? Parce que le marché n'allait pas forcément dans le sens dont tu voulais qu'il aille. Combien de trades as-tu passé cette année parce que tu as modifié ta stratégie ou tu as modifié tes critères tout simplement parce que tu n'avais aucun point d'entrée possible suivant uniquement le système que tu t'étais fixé de suivre? Combien de trades as-tu passé cette année de cette manière? Si je me fais la réflexion à moi-même, plein de fois dans ma vie, je me suis investi sur les marchés financiers, je me suis positionné sur les marchés financiers tout simplement parce que je m'ennuyais, tout simplement parce que ça faisait des mois que je n'avais pas repéré une action avec mes critères et que je ne pouvais pas rester inactif sur un marché qui bougeait, sur un marché qui montait. Combien de fois j'étais positionné sur un actif, je trouvais que les niveaux de valorisation étaient mauvais, que l'actif, que l'action en question était parfaite, les marges étaient bonnes, le chiffre d'affaires était en croissance sur 5 ans, pas de dette, un free cash flow excellent, une excellente rentabilité sur fonds propres, une excellente rentabilité sur fonds engagés, des actions qui étaient diluées. Combien de fois c'était arrivé? Plein de fois. Et pourtant, je trouvais toujours l'action trop chère. Elle était fondamentalement parfaite, mais elle était trop chère. Combien de fois est-ce que j'ai malgré tout acheté cette action que je trouvais trop chère, qui avait un PE supérieur à 12, qui avait un PE supérieur à 15, parfois même à 20? Combien de fois j'ai fait ça? Plein de fois. Parce que j'avais l'impression de rater le train, parce que j'avais FOMO. Et je sais pertinemment que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais je sais pertinemment que c'est tellement compliqué de s'auto-réguler, de s'auto-discipliner là-dessus, parce que c'est tellement compliqué de s'imaginer un carnet avec 20 trous qui n'existent pas, que je rentre malgré tout en position, parce que je préfère être actif et prendre la mauvaise décision, plutôt qu'être inactif et prendre la bonne décision. Parce que je préfère avoir l'impression de monter dans un train que je prends beaucoup trop tard, plutôt que de ne pas monter dans un train et de prendre le prochain train qui, lui, sera pris beaucoup plus tôt. Charlie Munger, qui a été l'associé pendant plus de 50 ans avec Warren Buffett, qui a fondé Berkshire Hathaway, a dit « Notre façon de s'enrichir, c'est l'art de s'asseoir et de ne rien faire. Je m'assois et je ne fais rien. » C'est ce que disait Charlie Munger en interview. Je m'assois et je ne fais rien. Pendant des années. Et en 50 ans, ça lui a plutôt bien réussi à Charlie Munger de s'asseoir et de ne rien faire. Pour gagner en bourse, il ne suffit pas d'être intelligent. Des milliers de gens intelligents perdent en bourse. Il suffit de s'asseoir, de voir les autres faire des erreurs et de ne pas les reproduire. C'est tout ce qu'il faut faire pour gagner en bourse. C'est pas d'être intelligent, c'est de s'asseoir, de regarder les autres faire des erreurs et de ne rien faire. Berkshire Hathaway, ça fait depuis 88 qu'ils ont leur position sur Coca-Cola. Laisse-moi faire le calcul, ça fait près de 40 ans. Près de 40 ans qu'ils ont leur position sur Coca-Cola. Ça fait 40 ans que Charlie Munger et Warren Buffett sont là, ils sont assis. Il faut s'imaginer qu'ils sont assis sur une montagne de canettes de Coca-Cola. Ils sont assis sur 1000 canettes de Coca et ils bougent pas. Ils ont posé leur cul et ils bougent pas. Voilà leur stratégie.
Et c'est pareil, il y en a d'autres des comme ça. Il y a Secondies, il y a American Express. Le fonds Berkshire Hathaway détient des actifs parfois depuis plus de 50 ans. Ne pas gérer des actifs est meilleur que les gérer. Une fois qu'ils ont sélectionné leur actif, qu'ils sont persuadés que cet actif est parfait, qu'il faut le conserver, etc., ils le font. Et pourtant, ils en ont traversé des crises. La crise Internet, la crise des subprimes. Ils ont traversé tellement de crises et pourtant, ils ont su conserver leur position là où plein d'autres personnes, parfois même extrêmement intelligentes, auraient juste vendu au pire moment ou auraient acheté au pire moment. L'inaction est une gestion difficile à tenir sur le long terme. C'est la phrase que j'emploierais pour résumer tout cela. Pour appliquer tout cela concrètement sur les marchés financiers, il est impératif de changer au mieux sa psychologie. Il faut tenter d'avoir une approche qui applique concrètement ce que les institutionnels font. Le trader retail se pose la question, qu'est-ce que je trade aujourd'hui? Le trader institutionnel se pose la question suivante, quelle est ma plus grande conviction et est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, elle est présente? Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, tous mes signaux sont au vert pour non seulement avoir la conviction, mais en plus de ça, avoir le signal? Pas juste la conviction, pas juste le signal, mais les deux. Si la réponse à ces deux questions est non, alors la journée ressemble plus à de la lecture, à de la prise d'information, à améliorer toujours plus ses connaissances, ses compétences, son domaine d'analyse. Ça ressemble pas à une journée où on trade coûte que coûte, où on s'investit sur un actif parce que j'ai envie, parce que je sais pas trop, mais peut-être que ça peut passer. Ça ressemble pas à ça. Tu passes de la recherche de setup quotidien à de la recherche de thèse, à rechercher non pas le timing, mais à rechercher intrinsèquement qu'est-ce qui apporte de la valeur. Où est-ce que intrinsèquement j'ai des convictions et où est-ce que intrinsèquement le marché peut croître? Où est-ce que ma thèse peut être validée, non pas parce qu'il y a une erreur de timing, mais peut-être validée parce que soit j'avais raison, soit j'avais tort. Pas j'avais raison, mais je me suis fait sortir parce que j'ai pris un stop loss sur 10 pips, mais j'avais raison parce que le marché a eu des hauts, a eu des bas, il y a eu des crises, il y a eu des moments ultra-inflationnistes, des moments de parfois même, pourquoi pas, des périodes qui étaient horribles, mais sur le long terme, le marché m'a donné raison, comme Warren Buffett avec Coca-Cola sur plus de 40 ans, comme Warren Buffett avec American Express, comme Charlie Munger le disait. C'est ça ce qui est important, c'est pas d'essayer de chercher le meilleur timing, c'est d'avoir sa thèse et de s'y tenir, peu importe les fluctuations de marché à court terme, parce qu'on s'en fout. Parce que les fluctuations de marché à court terme, c'est du bruit. Parce que vouloir se faire de l'argent sur du bruit, c'est être tellement crédule. C'est vouloir se faire de l'argent sur du vide. Et ça n'existe pas. En tout cas, pas pour un particulier. Pas pour quelqu'un, pas pour une personne qui dispose des informations qu'elle peut avoir aujourd'hui, dont elle peut disposer aujourd'hui. Ça, c'est totalement faux. Je ne cherche pas des setups quotidiens. Je cherche des thèses, je cherche des convictions. J'ai une conviction sur telle ou telle boîte, sur telle ou telle valeur. Je ne time pas le marché. J'ai des convictions. Est-ce que je trouve que son niveau de valorisation est trop élevé par rapport à cette conviction? Non. Alors j'achète. Est-ce que le niveau de valorisation, est-ce que le PER est trop élevé? J'achète pas. Et j'attends que le PER rentre dans mes niveaux sur lesquels je puisse l'acheter pour que je rentre en position. Si je trouve une action survalorisée mais d'excellente qualité, je n'achète pas. Si je trouve une action sous-valorisée mais d'excellente qualité, j'achète. Et si j'ai une conviction tellement forte mais que le niveau de valorisation ne me convient pas, alors j'achète pas. Et j'attends que le niveau de valorisation rentre dans mes critères pour acheter. Je ne me précipite pas. C'est ça la différence. C'est qu'il faut que tous mes critères soient pris en compte et soient validés pour que je rentre en position. Avant de prendre n'importe quelle position, j'écris ma thèse. La raison fondamentale de pourquoi telle ou telle entreprise est mal valorisée. Pourquoi? Est-ce un facteur géopolitique? Est-ce que c'est interne à l'entreprise? Est-ce que c'est uniquement l'irrationalité des acteurs sur les marchés financiers qui font que cette action est décotée? Ou est-ce que c'est intrinsèquement lié à la mauvaise qualité de l'actif? Le ou les catalyseurs qui vont faire en sorte que cette action va se remettre entre guillemets sur le devant de la scène, ça c'est l'analyse pure et dure de l'actif. Est-ce que l'entreprise a des bonnes marges? Est-ce que le chiffre d'affaires et le free cash flow sont en croissance? Est-ce qu'elle n'est pas surendettée? Est-ce qu'elle a une bonne rentabilité sur fonds propres et sur fonds engagés? Tout ça, c'est des critères qui vont me permettre d'évaluer la qualité d'une entreprise. Est-ce que l'entreprise a un bon management? Quelles sont les conditions précises qui invalident ma thèse? Les cours baissent de 15%, je lis ma thèse. Est-ce que ça rentre toujours, oui ou non, dans mes critères? Oui, je garde, non, je laisse. Si mes conditions d'invalidation ne sont pas atteintes, je ne fais rien.
Est-ce que je renforce si le prix est encore plus attractif? Et là, pareil, je suis toujours investi. Je regarde toujours dans l'entreprise qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui justifie une baisse encore plus crue de la valorisation? Tout ça, c'est quelque chose qui te protège toi-même. C'est quelque chose qui te protège en tant qu'investisseur, qui te protège de décisions irrationnelles, de décisions que tu vas prendre dans la hâte et dans la précipitation. Ça t'évite de prendre des décisions qui sont prises sous l'influence de tes biais psychologiques, comme on l'a vu précédemment. C'est les meilleures décisions que tu puisses prendre. C'est poser objectivement sur la table quels sont tes critères, est-ce que ces critères bougent, comment est-ce qu'ils bougent et qu'est-ce que je fais en conséquence. Pourquoi est-ce qu'ils bougent? C'est tout ça qu'il faut que tu fasses. Pour moi, les small caps européennes récompensent très spécifiquement la patience. Sur les grandes capitalisations ou le forex, comme je te l'ai dit, l'information est pricée en temps réel, souvent même avant que tu l'aies lu. L'avantage informationnel est quasiment inexistant pour un particulier. Or, sur une small cap européenne qui est entre 200 et 400 millions, voire moins d'1 milliard de capitalisation boursière, là par contre, des opportunités, tu en trouves beaucoup plus. Parce que l'information est beaucoup moins pricée, parce que les entreprises sont beaucoup moins analysées, parce que les institutionnels ne s'y intéressent pas du tout. La plupart de ces boîtes ont 0 à 2 analyses qui les couvrent réellement. Les résultats trimestriels ne font l'objet d'aucune conférence de presse ou aucune intervention télévisée. Ça ne fait jamais l'effet d'une bombe comme ça peut être le cas pour un Nvidia, un Apple ou un Google. Les mouvements à court terme sur les small caps représentent uniquement du bruit qui n'est dans la plupart des cas pas justifié. Et les grandes institutions ne peuvent pas rentrer sur ces actifs sans bouger le cours du marché lui-même et donc auto-saboter son propre investissement. Ça signifie concrètement que si tu fais du bon travail, si tu as des critères qui sont précis, si tu mets en place des critères d'investissement value, que tu juges la qualité d'une action, que tu ne l'achètes pas quand elle est survalorisée mais quand elle est sous-valorisée, que tu estimes que cette valorisation, que cette sous-valorisation n'est pas justifiée par les marchés, que c'est uniquement du bruit et que tu as une opportunité d'achat qui est hyper intéressante, alors rentre en position. Mais ça exige d'être discipliné. Ça exige de savoir déjà lire des critères de valorisation d'une entreprise, de lire des marges, de lire des rentabilités, de s'investir suffisamment dans une boîte pour la comprendre le secteur, comprendre est-ce que l'entreprise a oui ou non un fort potentiel, est-ce qu'elle est rentable, est-ce qu'elle n'est pas rentable, est-ce que le management d'une entreprise est bonne, qu'est-ce que l'entreprise a fait au cours des dernières années, qu'est-ce qu'elle a annoncé, sur ce qu'elle a annoncé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, est-ce que l'entreprise est fiable, est-ce que le créateur de l'entreprise, est-ce que le CEO de l'entreprise croit réellement son entreprise, est-ce qu'il vend des parts de l'entreprise ou non. Tout ça, c'est des choses que tu dois mettre en place pour justement avoir un réel avantage compétitif sur les autres investisseurs qui, eux, ne sont pas prêts à faire tout ça, qui, eux, surveillent uniquement les grandes capitalisations dont le prix est pricé en temps réel, où tous les institutionnels sont dessus et où il est extrêmement difficile d'avoir un avantage compétitif. Est-ce que tu es vraiment prêt à faire tout ça? Est-ce que tu es vraiment prêt à lire et à synthétiser des bilans annuels d'entreprises qui font des dizaines de pages? Très peu de gens sont capables de le faire, très peu de gens ont l'envie de le faire. Et c'est ça qui va te donner un avantage compétitif. La plupart des gens ont juste envie de tout mettre de manière passive sur un ETF, ou bien de rester sur des grosses capitalisations qui sont à la mode et n'envisagent jamais de passer beaucoup plus de temps à analyser des actifs qui sont pas sexy et à vouloir avoir un avantage compétitif sur ce secteur précisément. Mais une information peut mettre du temps à être connue. Un catalyseur que tu as identifié peut prendre parfois 6 à 12 mois avant de se réaliser, voire beaucoup plus. Tu peux avoir raison sur un actif, considérer que l'actif est sous-évalué, mais des fois, ça peut prendre 6 mois, 12 mois, 2 ans avant que le marché te donne raison, avant que le marché prenne conscience de cette irrationalité et te rende enfin la monnaie de la pièce. Ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Si tu n'as pas la patience d'attendre, tu sors de l'actif avant même que ta thèse d'investissement soit validée ou invalidée. Et ça, c'est la chose la plus frustrante qui puisse t'arriver. Que tu rentres en position sur un actif, que l'actif ne bouge pas pendant 18 mois, que tu aies toujours des convictions sur cet actif, que d'autres valeurs que tu avais analysées mais que tu n'avais pas achetées, elles, s'envolent, et que toi, tu as juste l'impression d'avoir bloqué du cash dans une action qui ne décolle pas, qui stagne et qui ne te fait pas profiter de la croissance globale du marché. C'est la chose la plus frustrante qui puisse t'arriver. Il y a un ennemi dont personne ne parle en matière de trading, d'investissement, etc. C'est l'ennui. C'est très difficile de ne rien faire. Comme le disait Charlie Munger, c'est extrêmement difficile de s'asseoir, de regarder les autres faire des erreurs et de ne rien faire.
C'est la chose la plus difficile en investissement. C'est avoir des critères qui sont précis, avoir des critères qui sont très sélectifs, parce que c'est ça qu'il faut pour avoir un avantage compétitif, et parfois de ne rien faire pendant des mois. Parfois de ne pas vendre, parfois de ne pas acheter, parfois de ne pas se positionner sur un actif qui paraît ultra sexy juste parce que son niveau de valorisation est trop élevé. Parfois, c'est horrible de faire ça. Et c'est ce qui fait que la plupart des particuliers perdent. C'est ce qui fait que la plupart des particuliers ont tellement envie de gagner de l'argent qu'ils préfèrent se lancer sur du trading et perdre de l'argent parce qu'ils ont envie d'être suractifs, d'être hyperactifs. L'hyperactivité ne vous fera jamais gagner de l'argent. Jamais. Aucun vrai gérant de fonds, aucun investisseur professionnel ne s'est enrichi sur les marchés financiers parce qu'il était hyperactif et qu'il ouvrait et fermait plusieurs trades par jour. Ça n'existe pas. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'extraordinaire pour avoir des résultats extraordinaires. Parfois, la chose la plus extraordinaire qu'il t'ait donné de faire, c'est juste d'attendre et de ne rien faire. C'est juste d'attendre que tous tes signaux soient ouverts pour rentrer en position. C'est juste d'attendre que le marché valide ta thèse même après des mois, même après des années. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Pour te protéger de cette hyperactivité, je vais te conseiller de mettre factuellement en place une méthode. C'est ma méthode que je me suis toujours mis en place pour ne pas prendre des décisions irrationnelles dans ma manière de concevoir les marchés financiers, dans ma manière d'investir. Je vais te donner ça là, je vais poser ça là. Elle s'établit en 3 étapes, bien distinctes. Lorsque je possède un actif, est-ce que ma thèse fondamentale a changé? Lorsque j'ai envie de me séparer d'un actif, est-ce que j'ai envie de m'en séparer parce que ma thèse a changé? Parce que les niveaux de valorisation sont trop élevés, j'ai gagné suffisamment d'argent, je m'en sépare? Ou est-ce que les niveaux de valorisation sont anormalement bas? Est-ce que c'est parce que les nouvelles publications trimestrielles de l'entreprise sont décevantes? Est-ce que c'est parce que le chiffre d'affaires est particulièrement bas? Est-ce que c'est parce que les marges se sont écroulées? Est-ce que c'est parce que leur rentabilité s'est écroulée? Est-ce que le gérant commence à douter tellement de sa boîte qu'il commence à vendre des actions? Est-ce que ce sont ces critères-là qui me font douter de mon investissement? Si tu as envie de vendre un actif et que rien de fondamental ne justifie le fait de sortir de ta position, alors tu dois trouver autre chose que juste l'envie de sortir. Alors, est-ce que j'interviens parce que le marché me dit quelque chose? Est-ce que c'est le secteur à ce moment-là qui est menacé? Ou est-ce que c'est parce que j'ai juste besoin d'agir? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu sors parce que tu as juste envie de sortir, parce que tu as envie d'agir, parce que tu as trouvé la nouvelle action plus sexy que l'autre? Ou est-ce parce que fondamentalement, il y a des signaux fondamentaux qui te disent de sortir? Pose-toi vraiment la question. Et enfin, le 3e point qui me paraît le plus important, est-ce que j'aurais pris cette décision si je n'avais pas regardé le marché pendant une semaine? Cette question est la plus puissante. Elle te force à évaluer la décision sur des mérites fondamentaux, pas sur du bruit. Pas parce que tu t'es bousillé le cerveau à suivre l'évolution de cet actif pendant une semaine d'affilée, en doutant, en te questionnant, en voyant les autres actifs grimper et pas celui que tu possèdes. Si tu passes les 3 questions que je viens de te citer, alors tu peux agir. Sinon, tu fermes les graphiques et tu te casses. C'est tout. Je vais être honnête avec toi. Quand à mes 14 ans, je me suis intéressé au marché financier, j'étais fasciné par le trading. Je voulais m'enrichir. Je pensais que l'action battait largement l'inaction. Je pensais qu'en faisant du scalping, en faisant de l'intraday, en faisant du day trading, j'allais gagner de l'argent. Je suivais tous ces gourous, tous ces formateurs de trading. Le trading a été une porte d'entrée pour moi dans le domaine de la finance. Je pensais sérieusement pouvoir m'enrichir avec du trading. Et c'est 2 ans plus tard, en lisant Buffett, en m'intéressant à Peter Lynch, en m'intéressant à Charlie Munger, à des grands noms du trading, que je me suis rendu compte que tout ça n'était qu'une vaste fumisterie. C'est avec mon raisonnement personnel, c'est avec mon observation des marchés financiers pendant des années que j'en ai déduit tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo et tout ce que j'ai déjà dit dans mon autre vidéo qui dément la thèse comme quoi le trading t'apporte de l'argent sur le long terme. Et franchement, j'étais comme toi. J'avais l'impression de travailler énormément. Je me levais tôt, j'allais analyser les marchés financiers, j'allais faire de l'analyse technique, j'allais voir les news qui allaient tomber dans la journée, je suivais des vidéos YouTube de formateurs, je tentais de me spécialiser dans certaines stratégies et fondamentalement, je ne progressais pas. Fondamentalement, rien ne changeait. Fondamentalement, je continuais de perdre de l'argent, fondamentalement, je continuais de cramer des comptes et je pensais systématiquement que l'erreur venait de moi. Je pensais systématiquement que je n'avais pas assez d'avantages, que je n'avais pas assez de compétences, qu'il fallait que je continue de trader encore et encore. Parce que je tombais dans tous les pièges psychologiques que j'avais mentionnés juste avant. Le biais de confirmation, l'impression de voir, de
pensé que j'allais sérieusement progresser en trading alors que c'est un domaine dans lequel on ne progresse pas. C'est en lisant toutes ces études, en m'intéressant à tous ces grands noms, en discutant également avec des professionnels de la finance que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme écran de fumée autour de ça, autour du trading. Et c'est le jour où je me suis intéressé à l'investissement long terme, au stock picking, à comment réellement détenir un avantage compétitif, en m'inspirant de William Higgins, qui donnait déjà des interviews il y a 5 ans, que je me suis créé mon propre domaine de spécialisation et que je me suis créé mon avantage compétitif. Alors oui, ça ne me permet pas de faire 60% par an. Ça me permet peut-être de battre l'indice de peut-être grand max 5 ou 6% par an. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de réaliser ma passion, d'enfin être rentable sur les marchés financiers, de battre l'indice. Certes, je le bats pas de 50%, mais au moins je le bats. Au moins j'ai mon avantage compétitif, au moins j'ai mon domaine de spécialisation, au moins je suis en phase avec moi-même. Plus de stress, plus de revenge trade, une discipline de faire, des entrées qui sont cohérentes et ça me suffit amplement. C'est long à construire, c'est parfois insupportable, mais c'est ce qui m'a permis d'évoluer sur les marchés financiers, de passer de l'ombre à la lumière, de passer de quelqu'un d'aveugle qui croit au trading, qui croit à l'enrichissement sur le long terme, qui croit qu'il peut battre le marché de 40% par an, à une personne rationnelle, à une personne qui admet ses fautes, à une personne qui admet ses erreurs. Parce que c'est compliqué d'admettre ses fautes et ses erreurs. C'est compliqué, ça fait un énorme coup à l'ego de se construire tout ce système, de savoir qu'il faut être inactif plus qu'actif, qu'il faut avoir des critères précis. C'est compliqué tout ça. Mais c'est ce que tu dois faire. C'est le raisonnement que tu dois te créer pour avancer. Si tu écoutes cette vidéo et si tu es toujours là, déjà bravo parce que tu as beaucoup plus d'attention que les autres personnes. Tu fais certainement partie des 10% des gens qui seront encore là à ce stade-là de la vidéo. Par pitié, remets-toi en question. Je sais à quel point c'est difficile, mais par pitié, remets-toi en question. Remets en question tout ce que je t'ai dit, tous tes biais, tout ce qui te limite dans ton trading, tout ce qui te limite dans le fait de gagner de l'argent. Personnellement, je t'ai dit, ça m'a pris tellement de temps que tout ce que je dis là, j'aurais adoré le savoir plus tôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un like parce que je ferai beaucoup plus de formats à ce sujet. Et merci pour ton attention, ça se fait vraiment rare.